le 20 juin 1968, à Sacramento, il y a eu 5 records consécutifs qui ont été faits. Ils ont appelé cette nuit-là The Night of Speed. Le constructeur lui-même du jeu ne savait pas que c'était possible de le terminer. Et il y avait des compétitions qui se donnaient depuis donc des années. Et après 34 ans, il y a un gamin qui l'a terminé. Donc le jeu s'arrête littéralement. D'ailleurs, il s'est filmé. Vous pouvez voir sur YouTube, c'est quand même très très drôle. Si on avait juste gardé tout simplement notre investissement sur le SP500, en 2023, ce $100 vaudrait environ 85 000 $. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Balado 3.0. Mon nom c'est Julien et aujourd'hui avec moi François. Comment tu vas ? Ouais, ça va super et toi Julien ? Ça va super. Bon, on a perdu le troisième larron qui doit être en train de travailler sur le site web en ce moment. Mais écoute, show must go on, donc on va lancer un nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler avec toi d'une chose que j'entends souvent. En fait, depuis que je me rappelle que j'ai commencé à investir, tout le temps, que ça soit autour de moi, que ça soit sur YouTube où je consomme énormément de contenu, les gens, j'ai l'impression, se posent la question de est-ce que c'est un bon moment pour investir ? Et en fait, j'ai toujours pensé que c'était ce fameux truc où on passe pas à l'action et on attend toujours en espérant un meilleur moment, un meilleur timing. Mais je me suis rendu compte que c'était peut-être plus subtil que ça et peut-être que c'était souvent la peur d'acheter un marché qui est sur des plus hauts historiques. Et c'est vrai que les médias, ils se servent beaucoup de ces moments-là pour faire des titres, tu vois, des gros titres pour faire comme nous quand on crée des vidéos YouTube. On le voit bien, le titre qu'on choisit va beaucoup jouer sur les vues que ça peut générer. Et t'as beau ne pas trop tomber dans le piège, tu veux quand même jouer un petit peu avec cet algorithme-là pour pas faire tes vidéos pour rien, quoi. Et du coup, dès que le marché rentre sur un nouveau plus haut, on en parle partout. Donc plus haut historique, le SP500 atteint un plus haut jamais atteint dans les 100 dernières années, voilà, des choses comme ça. Et je pense en fait, avec réflexion, que c'est peut-être ça qui fait peur aux gens de rentrer. Et en fait, on est plutôt tenté d'attendre peut-être une correction sur le marché pour pouvoir rentrer. Alors, j'ai quelques statistiques à te partager, mais avant ça, je voulais ton ressenti à chaud sur la question. Oui, je pense que je suis moi-même victime de ça. Quand j'ai commencé l'investissement, et plutôt même le trading au tout début, on était sur des plus hauts, donc c'était juste avant l'élection de Trump, où Trump venait d'être ouais, je crois qu'il venait d'être élu. Je sais plus exactement. Et oui, si, je crois qu'il allait. Il y avait sa campagne. Je commençais plus ou moins à trader sur les marchés. Je crois que j'étais sur des SP500 aux alentours de 2200 points. Pour rappel, actuellement, le SP500 est à 5004. C'est ce que j'allais te demander. Et c'est ça où tu te rends compte vraiment que des fois, qu'est-ce qu'on est con, hein. Ça fait 7 ans, 8 ans que je travaille sur les marchés financiers et je me rends compte que j'aurais peut-être acheté mon SP500 et ça aurait été bon, quoi. Bon, après, ce que je dis pas, c'est que j'aurais retracé quasiment toute ma performance entre là où j'avais acheté au tout début. Là, je parle de donc je sais plus quand il a été élu. C'est il y a 4 ans, ça va être 4 ans. Donc c'était il y a 8 ans. Ouais, c'est ça. Donc c'était il y a 8 ans. Donc c'était en 2016. C'est ça devait être 2016. Non, 2016, 2017, quelque chose comme ça, novembre 2016. Ouais. Moi, j'ai commencé à investir en 2017, donc ça doit être à peu près là-dedans. Et entre 2016 et 2020, du coup, le SP500, il a tout retracé pendant la période du Covid. Ouais. Mais il a tout remonté. Mais il a tout remonté. Et il a remonté derrière. Avant la pandémie, c'est drôle, tu parles de Trump, j'écoutais un vieil épisode de podcast et il parlait justement de l'élection de Trump. Et j'avais oublié ce détail, hein. C'est fou comme le cerveau humain, il oublie les choses. Mais ça, par contre, je me rappelle parce que j'étais déjà au Canada à ce moment-là. Je me rappelle que les Canadiens accueillaient les Américains. Parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui disaient si Trump est élu, nous on se bat. C'est la fin du monde. Et tout le monde pensait que ça allait être la fin. Alors que c'est l'inverse. Peut-être un peu maintenant ce qui se passe en ce moment en France, tu vois. Yes, et du coup, je crois que c'est les premiers jours, le marché a dévissé complètement quand la nouvelle est tombée.
Et tout de suite après, il s'est ressaisi et ensuite on est parti all-time high sur all-time high. Donc c'est intéressant parce que pour le coup, même au niveau de l'émotion, d'un côté, tu avais envie de vendre parce que tu disais tout allait se péter la gueule. Et quand c'est remonté et que ça s'est retrouvé très vite sur des plus hauts, du coup, c'est pareil. Tu vends pas, mais tu n'as pas envie d'acheter parce qu'on est sur des plus hauts. Et en fait, on se rend compte que le marché est fait que les investisseurs qui n'ont pas l'expérience vont tout le temps être dans l'attentisme en fait. Ouais, mais c'est exactement ça. Et puis en plus, c'était un marché très particulier sous Trump. C'était un marché très volatile qui faisait à chaque tweet. Alors, comment ça s'appelle, un porte-voix élargi. Donc je sais pas si tu vois en analyse technique ce que ça fait. C'est en gros, c'est vraiment comme ça quoi. Un mégaphone. Ouais. Ça fait un mégaphone. Et c'était vraiment pas évident. À chaque fois qu'on allait sur les plus hauts, c'était un peu la fin du monde. Et quand finalement on était sur les plus bas, ça repartait assez facilement. Donc non, franchement, moi je l'ai vécu ce côté-là de pas vouloir acheter les plus hauts. Je comprends, clairement psychologiquement c'est difficile. Et puis en plus on veut trouver peut-être une clé quand on est débutant, se dire je vais trouver je sais pas, l'astuce qui va me permettre d'être le meilleur. Et on se dit que oui, acheter le plus haut, c'est certainement pas la meilleure astuce quoi. Ouais, je pense. Non, exact. C'est vraiment contre-intuitif. On l'élimine de notre réflexion, quoi, tout de suite. Et je pense que c'est d'ailleurs, ça reste pas non plus la meilleure chose à faire. Mais si on a une vision long terme, je pense que c'est là où tu veux en venir. Je pense qu'on risque pas grand-chose. Ok. Alors, c'est parfait parce que c'est vraiment tout l'objet de cet épisode. Donc, j'espère que vous allez bien rester jusqu'au bout parce qu'on va vous partager pas mal de statistiques et on va essayer aujourd'hui, là, on va pas botter en touche, on va essayer de répondre à cette question. Est-ce que en ce moment, c'est un bon moment pour acheter sur les marchés? Là, on va parler des marchés américains, mais cette théorie-là, en fait, après, on peut... Alors, il faudrait vérifier, bien sûr, parce que chaque marché a ses propres particularités, on va dire, mais ça reste une théorie intéressante qu'on peut ensuite extrapoler et utiliser de façon générale pour un petit peu guider nos investissements. Mais alors, avant qu'on parle des marchés, j'aimerais qu'on parle un peu de sport. Alors là, tu vas me dire, où est-ce qu'on va avec ça? En fait, c'est que il y a... Je regardais une vidéo il n'y a pas longtemps que je t'ai partagée qui nous a un peu donné l'idée de faire cet épisode pour être tout à fait honnête. C'est que en sport, les humains, ils battent des records sans arrêt. Et dans cette vidéo, il faisait le parallèle entre les marchés qui battent des records et les humains qui battent des records eux aussi. Et c'est intéressant parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des humains derrière les marchés, même si oui, aujourd'hui, il y a une grande partie qui est automatisée, il y a des ordinateurs, de l'IA et tout ça. Bien sûr, mais derrière, les gens qui programment ces ordinateurs-là restent des humains et c'est bien des humains qui amassent les gains ou les pertes générées dans ces marchés. Donc forcément, ça reste très très comparable. Alors, j'avais lu un truc il y a super longtemps, c'était par rapport à la course de 100 mètres. Et donc du coup, j'ai refait quelques recherches et je ne sais pas si tu savais François, mais avant que aujourd'hui on a des records sur le 100 mètres, là on va y revenir, absolument incroyable, mais pendant très très longtemps les médecins pensaient que c'était impossible de le faire à 10 secondes ou moins, parce qu'ils disaient que le corps humain pouvait pas soutenir une puissance comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Le rythme était beaucoup trop intense et le cœur aurait explosé. Il y a des médecins littéralement qui ont dit ça. Et du coup, pendant très longtemps, cette discipline, qui est une des plus vieilles disciplines, la course de 100 mètres, qui était d'ailleurs au début, je crois que c'était 110 yards, donc c'était pas exactement 100 mètres, mais bon, on va dire 100 mètres dans notre histoire, ça n'était pas battu jusqu'à 1960, où il y a un Allemand, donc j'ai noté 2-3 noms, j'espère que je les prononce bien, Armin Hari, qui a battu ce record pour la première fois. Et en fait, c'était tellement inconcevable qu'en fait, il n'a pas été reçu, ce record-là. Ils ont dit non, il a fait un faux départ, c'est pas possible. Et du coup, le même jour, il a dit vas-y, je le refais. Et là, il l'a refait et c'était non discutable. C'est la première fois qu'un homme a couru le 100 mètres en 10 secondes. Et seulement un mois plus tard, il y a Harry Jérôme qui a battu lui aussi, en fait, qui a égalisé ce record-là. Donc, lui aussi a couru le 100 mètres en 10 secondes. Alors que ça n'était pas arrivé pendant des décennies. Un mois après que le premier homme l'a fait, un deuxième l'a fait aussi. Et ensuite, ça continue. 1964, 2 fois, par 2 athlètes différents, on a une égalisation de ce record-là. 1967, à nouveau,
2 athlètes qui vont égaliser ce record. Mais pour l'instant, on reste à 10 secondes. Et alors ça, je ne savais pas du tout, j'ai découvert ça dans mes recherches, j'ai trouvé ça quand même cool. Le 20 juin 1968, à Sacramento, il y a eu 5 records consécutifs qui ont été faits. Ils ont appelé cette nuit-là The Night of Speed, parce que jamais dans l'histoire de l'humanité, il y a encore aujourd'hui, on a battu autant de records en si peu de temps. Donc en 2h30 seulement, ils ont battu 5 records consécutifs. Et c'est là que Jim Hines a été le premier à passer sous la barre des 10 secondes en enregistrant un 9.9 secondes. Complètement hallucinant. Et ça a continué après encore pendant plusieurs années. Alors, je ne vais pas faire tout l'historique parce qu'on parle de marche aujourd'hui. Je voulais juste faire ce petit parallèle-là et j'en ai un dernier à faire après. Mais le dernier record en date, si je ne dis pas de bêtises, toi François, je sais que tu suivais beaucoup, c'est Usain Bolt en 2009 qui a fait quand même 9 secondes 58. Alors aujourd'hui, on a des chronomètres électroniques, donc on est encore plus précis qu'à l'époque. Mais c'est impressionnant. On est parti de médecins qui disaient ton cœur va exploser si tu arrives à 10 secondes ou moins. Et aujourd'hui, on a Usain Bolt qui a battu ce record-là complètement à 9 secondes et 58. Et la question, c'est est-ce que vous pensez qu'on fera jamais un meilleur score que ça ? Je pense que même si depuis 2009, apparemment, on n'a pas battu le record, j'ai pas trouvé rien de mieux. Dis-moi si je me trompe. Mais je crois qu'il s'approchait à chaque fois de son record. Je sais pas s'il l'a pas battu quand même après. Je suis étonné. Mais donc, je m'y connais pas plus que ça. J'aime bien les événements comme ça sportifs. Je sais que j'ai vécu du coup le record du monde du 100 mètres en 2009. Je regardais, j'adore les JO personnellement. C'est quelque chose. L'athlétisme, je trouve, c'est un sport qui est quand même très intéressant à regarder. C'est cool. Et ouais, c'était vraiment. Moi, je me rappelle que même il y avait eu un vrai gap entre le record du Usain Bolt avec le précédent record. Je saurais pas te dire à combien, mais il avait vraiment mis un fossé en termes de. Parce qu'après là, ça devient de plus en plus compliqué. Hein. On parle de gagner après sur des millisecondes. C'est des millisecondes. Donc. D'ailleurs, quand il avait battu son record, j'ai vu qu'un an après, jour pour jour, il a rebattu son propre record. Et ça, c'est le dernier qui était en date. En tout cas, que moi j'ai trouvé. Écrivez-nous d'ailleurs en commentaire si vous êtes des fanas d'athlétisme. Si on se trompe, on oublie sûrement un record. Mais si c'est le cas, de toute façon, ça valide plus ou moins la théorie qu'on a. Oui. Et du coup, moi, je me demande si cet été, là, pour les Jeux Olympiques, on n'aurait pas ce record qui sera battu. Donc, on va suivre ça de proche. En tout cas, moi, j'ai prévu de le faire. Alors ça, c'était le premier parallèle que je voulais faire. Et le deuxième, c'est dans le monde du jeu vidéo. Je ne sais pas si tu as suivi ça, François, mais il y a un gamin de 13 ans qui a fini Tetris. Comment ça finit ? On peut finir ce jeu ? Exactement. Je suis content que je pensais que tu avais vu la nouvelle. Et écoute, moi j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Et dans la vidéo que je mentionnais tout à l'heure, il en reparlait. Et j'ai dit, mais c'est incroyable. Et je ne savais pas la suite que je m'apprête à vous dire. Mais alors, je vais quand même expliquer qu'est-ce que ça veut dire finir Tetris. Apparemment, le jeu bug quand tu arrives au level 157. Et ça, personne ne le savait. Donc, cet adolescent de 13 ans, je le rappelle, qui s'appelle Willis Gibson, jouait. Donc, le Tetris, c'est un jeu qui a quand même 34 ans. Et pendant 34 ans, le constructeur lui-même du jeu ne savait pas que c'était possible de le terminer. Et il y avait des compétitions qui se donnaient depuis donc des années. Et après 34 ans, il y a un gamin qui l'a terminé. Donc le jeu s'arrête littéralement. D'ailleurs, il s'est filmé. Vous pouvez voir sur YouTube, c'est quand même très très drôle. En tout cas, sa réaction est vraiment touchante et ça a fait le buzz. Mais ce que je ne savais pas, c'est que seulement 3 semaines après ça, il y a 2 autres personnes qui ont terminé le jeu. Alors que pendant 34 ans, personne ne l'a fini. 3 semaines après, on est déjà à 3 personnes qui ont terminé le jeu. Donc c'est vraiment hallucinant. Et d'ailleurs, j'en parlais avec un collègue et il me racontait, il me disait oui, regarde la vidéo, la façon dont il joue. Alors là, pour ceux qui ne regardent pas sur la vidéo, je vais essayer de l'expliquer pour les gens qui n'écoutent que le podcast audio. Mais en fait, nous, tu sais François, quand on jouait, la manette, on la tenait un peu traditionnellement, tu vois, on appuyait sur les boutons avec notre pouce. Et je me rappelle avec les cousins, quand on faisait des compétitions, on mettait la manette sur le genou et on tapait avec les doigts du haut vers le bas. Et en fait, il y a une technique, j'étais même pas au courant, qui s'appelle le rolling, si je me trompe pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils tiennent la manette, ils mettent leur index au-dessus du bouton pour aller plus vite. Et en fait, ils viennent un peu comme quand tu tapes tes doigts. Je vais essayer de le faire. Je sais pas si vous entendez dans le micro, mais pour faire le. Oui.
Ok. Je sais pas comment expliquer ça, mais t'as Quand tes tu fais 5 le doigts galop, qui... quand tu essaies d'imiter le galop Ouais, à genre cheval. Là, un avec galop les de doigts. cheval, tu vois, où tu vas tapoter avec tes Ouais. doigts. Et ben en fait, ils font ça, mais sous la manette. Et donc du coup, la manette, ça la fait lever. Et finalement, Mais non. c'est plus ton doigt qui appuie sur le bouton, mais c'est le bouton qui vient appuyer sur ton doigt. Je sais pas si tu Mais vois. Ouais. Et donc du coup, ils font ça. Alors ils ont un gant pour limiter la friction parce qu'on va jouer au micron près, comme tu disais. La course de 100 mètres, ça se joue à presque rien. Et ben c'est la même chose. Donc ils ont amené, si tu veux, cette discipline à un niveau olympique. Et j'étais même à penser, mais le mec qui a designé la manette, il a jamais pensé qu'on l'utiliserait comme ça. Donc c'est fascinant de voir comment l'humain. Je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos si vous savez pas de quoi je parle ou si je l'ai mal décrit. Mais cette action de rolling, quand tu les vois jouer, c'est absolument incroyable. Et fascinant de voir comment donc du coup l'humain va toujours aller plus loin que les limites qui lui sont données par son environnement pour dépasser les records. Ça me fait penser au record avec les Rubik's Cube. Exact. Je sais pas si t'as vu un peu le genre de truc, c'est juste malade. Tu sais, genre, t'as le Rubik's Cube classique, bon, bah, ça, ils le font en quelques secondes, mais après, maintenant, ils font des trucs. La dernière fois que j'ai vu une vidéo, je suis tombé dessus, je pouvais pas m'arrêter de regarder. Ils jonglaient avec trois Rubik's Cube. J'ai vu ça. Et ils le faisaient en même temps, tu vois, ils répondaient aux trois Rubik's Cube en même temps. Je crois que c'était genre il a pris, je dirais, entre 5 et 15 minutes, tu vois, mais, c'est quand même assez rapide, quoi, en jonglant, quoi. Le mec, t'es un grand barjou. Et c'est toujours plus loin, en fait. On met toujours la barre plus loin et on essaye toujours de rendre le challenge plus complexe. Ouais. Non, franchement, c'est super intéressant. Alors là, on va revenir sur le marché maintenant parce que là, on a un petit peu dérivé, mais je pense que vous voyez un peu où on veut en venir. C'est que l'humain va toujours battre du coup ses records. C'est inscrit dans son ADN et même, j'ai envie de dire, un record est là pour être battu. Vous avez déjà entendu cette phrase-là. Quand on marque un record, c'est tout simplement, on va dire, un record temporaire jusqu'à ce que quelqu'un vienne faire une meilleure performance. Alors sur le SP500, j'ai trouvé une étude très intéressante. C'est une étude qui date, en tout cas un backtest depuis 1926. Donc on est presque sur 100 ans d'études et de backtest. Et en fait, c'est très simple. La question, c'était de savoir sur les mois où le SP500 faisait un nouvel ATH. D'accord, donc ATH, je rappelle, all-time high, donc c'est vraiment exactement ce qu'on vient en ce moment, un marché qui est sur des plus hauts historiques. Eh bien, combien de fois c'est arrivé en fait sur 100 ans? C'est-à-dire sur combien, alors il faudrait que je fasse le calcul de tête, mais il y a à peu près 1400 mois à peu près, quelque chose comme ça, dans l'espace que dure l'étude. Combien de pourcentage, on peut dire comme ça, de mois étaient haussiers versus combien de mois étaient baissiers? Haussier versus baissier, pas forcément all-time high. Si, de all-time high. Donc, excuse-moi, t'as raison, je vais repréciser. Donc, combien de mois de all-time high il y a eu sur, on va dire, environ 100 ans versus combien de mois qui étaient baissés? De mois où t'étais pas forcément all-time high. Voilà. T'as pas dépassé ton all-time high. Franchement, si tu fais déjà 5%, c'est déjà pas mal. 5% de mois en ATH? Bah franchement, je trouve ça dingue. Eh bah écoute, tu vas être vraiment choqué. Moi-même, je l'étais. C'est 70%. C'est-à-dire qu'il y a 1176 mois sur cette étude où on est sur un mois de ATH. Alors, sur le mois d'ATH, ça veut dire que si au milieu du mois, on fait un ATH et qu'après on redescend sur le mois, on le compte comme un mois all-time high. C'est comme si on affichait un graphique en mensuel. Et 354 mois seulement qui ne sont donc pas des mois d'ATH. À ce moment-là, donc ça veut bien dire 70%. Et j'ai même le chiffre en journalier, c'est 1250. Donc ça veut dire qu'il y a 1250 jours où on marque un nouveau plus haut sur presque 100 ans. Ce qui est assez hallucinant. Ouais. Alors ça représente beaucoup moins en journalier d'ailleurs, on le voit bien, mais en mois, je te vois, t'es perplexe. Mais non, je réfléchis, oui, parce que comme c'est en mois, en fait, c'est logique. C'est plus logique en tout cas. C'est vrai qu'en journalier, c'est sûr que c'est très faible, mais en mois, en fait, t'as plus de chances, même si ça reste quand même assez dingue, tu vois. C'est vrai que mon 5% était peut-être faible, mais de là à dire 60, t'as dit combien? 70 70%. Ouais, ça me paraît quand même assez dingue. C'est incroyable, Et alors, après, l'étude va plus loin et ils essayent d'estimer donc la correction que tu pourrais avoir
suite au moment où tu achètes un all-time high. Parce que justement, toute la question est là, c'est-à-dire si j'achète maintenant et qu'on est sur un all-time high, quelles sont les chances que le marché corrige? Et là, on regarde, il y a 3 horizons de temps, sur 1 an, sur 3 ans et sur 5 ans. Alors, encore une fois, je l'ai dit au début, mais je le rappelle, c'est sur le SP500, ces statistiques-là. Qui est donc le plus gros index au monde parce qu'il représente les 500 entreprises américaines les plus performantes. Et du coup, quelle est les États-Unis, la pire perte que tu vas avoir? Le max drawdown, en gros, que tu vas avoir? On peut dire ça comme ça, le drawdown, effectivement, suite à l'achat d'un ATH. Suite à l'achat d'un ATH. Ouais, le pire que tu as eu. Bah, je sais pas, mais si je prends la crise de 29, à mon avis, elle doit être violente. Hein. Je sais pas s'il l'a pris en compte. Donc, rappelle-toi, sur 1 an, sur 3 ans et sur 5 ans. 1 an. Oui. Ah oui, pas sur quelques jours, parce que forcément... Pas sur quelques jours ou sur quelques mois. Mais mettons, t'achètes là aujourd'hui, et on revient dans 1 an, donc on revient le 2 juillet 2025. Faudrait regarder quand même dans son étude, il a pris sur jusqu'à quelle date, tu sais ou pas? Donc c'est pareil, c'est de 1926 à 2023, il n'y a pas 2024. Je suis choqué par contre là, parce que je crois que je me rappelle. Je t'ai pas dit parce que j'ai regardé. Non, mais j'ai regardé la vidéo. Non, parce que j'ai regardé la vidéo. Bah, tu reverras la vidéo. Mais je l'ai regardé en diagonale, et donc je crois que dans mes souvenirs, c'était quelque chose comme une dizaine de %. Exactement. Donc c'est en 1 an, c'est 9%. Ok. En 3 ans, c'est 2%. Et en 5 ans, c'est 0%. Donc je répète bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que si vous achetez sur un all-time high, statistiquement depuis presque 100 ans sur le SP500, après 5 ans, c'est impossible que vous ayez perdu de l'argent. Alors encore une fois, ce qui s'est passé, et on le dit toujours, mais c'est quand même important, ce qui s'est passé dans le passé, ne se reproduira pas que ça va se passer dans le futur. Mais en même temps, on n'a que ça. On n'a que l'historique passé à notre portée et qu'on peut étudier. Donc c'est quand même intéressant de voir que après 1 an, c'est donc 9% de correction depuis un all-time high. Après 3 ans, c'est seulement 2%. Donc ça veut dire que pendant 3 ans, quand même, on est en perte, puisqu'on est à 2% de baisse. Et après 5 ans, eh bien, on est break-even ou plus. Je suis vraiment étonné parce que tu sais, je me rappelle de statistiques qui étaient plutôt sur les alentours de 20 ans. Tu te rappelles pas? Si on avait vu des trucs comme ça où si tu détenais des actions depuis plus de 20 ans, tu étais sûr à 100%. Ouais, mais c'est pas pareil, attends. C'est dans la psychologie de l'argent, je pense qu'il en parlait, t'as raison. Ouais, mais c'est pas pareil, ce que je viens de dire. Parce que là, on parle d'acheter un ATH. Alors que là, pour le coup, c'est pas forcément acheter un ATH. Mais par contre, je suis assez étonné pour la crise de 29. J'aurais été convaincu qu'il a fallu prendre beaucoup plus que 5 ans pour revenir. Mais peut-être que je me trompe. C'est vrai que j'avais regardé les stats. J'avais vraiment fait un backtest, plein de backtests sur le SP500. Et j'avoue que là, on peut regarder. Faudra regarder les sources. Si c'est un petit peu trop long, on fera une pause et une petite coupe dans l'épisode. Mais on va vérifier quand même parce que moi, je suis parti de l'étude. Mais tu as raison, soyons critiques. Je vais ouvrir TradingView. En fait, il est déjà là devant moi. Et on va aller voir le SP500. Alors du coup, on a vérifié, on a fait une petite coupure au montage parce que ça durait plus longtemps que prévu. Mais merci François, tu as raison de challenger les sources. Alors on a retrouvé effectivement l'article, c'est la banque Royal Bank of Canada, qui est d'ailleurs ma banque, fun fact, qui a écrit donc la branche Global Asset Management, un rapport d'étude là-dessus. Par contre, on voit que dans l'étude, ils expliquent que c'est une statistique qui a été mesurée entre 1950 et 2023. Et ça, par contre, dans la vidéo YouTube, il n'a pas précisé parce qu'avant ça, il parlait de 1926. Donc moi, j'en avais conclu que c'était sur la même période. Mais heureusement, François, que tu étais critique parce qu'effectivement, si on regarde du coup la crise, la Grande Dépression 1929, ça marche pas. Ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup plus de temps. Dans mes souvenirs, ça a pris 20 ans. C'est vraiment mes souvenirs de quand j'avais fait mon bouquin. J'avais refait tout un graphique du SP500 pour pouvoir refaire des backtests, etc. Et si mes souvenirs sont bons, ça avait pris 20 ans. Quelque chose comme ça. 1954, je crois, ou quelque chose de même. Tu vois, même peut-être 30 ans. 30 ans, tu vois, ça avait peut-être même pris 30 ans. C'était bon. J'ai vu passer le chiffre tout à l'heure. Parce qu'en fait, après, t'as eu la Seconde Guerre mondiale, pardon. Donc forcément, exact. Ça a pris énormément de temps avant. C'est pour ça que je pense que dans leur calcul, c'est pas con d'avoir enlevé et omis cette période-là qui est un peu quand même particulière.
Bon, Ouais, après, alors elle se inclut reporter, quand même hein. le Black Monday, hein, octobre 1987. Ouais. Elle inclut la bulle Ah non, mais 2000 on en a eu des crises. Hein. On en a eu des crises d'Internet depuis, qui a explosé. Elle inclut 2008, la crise financière. Donc elle inclut quand même des grosses crises. Alors 1929, ça reste encore aujourd'hui la crise la plus importante, La mais il plus faut se grosse, rappeler ouais. qu'on était quand même au début encore de ce qu'était le capitalisme aujourd'hui, et les marchés étaient clairement pas aussi développés qu'aujourd'hui. Malgré tout, c'est quand même intéressant, je trouve qu'au moins une fois ça n'a pas été vrai, parce que ce qu'on vous dit là, et du coup ça illustre parfaitement Ça ce qu'on permet, disait ouais. avant, ce qui s'est passé dans le passé. C'est pas une garantie de ce qui pourrait arriver, donc il n'est pas exclu. Attention, on n'est pas en train de dire il faut investir absolument, on donne pas de conseils d'investissement de toute façon, mais quitte à n'avoir aucune information, on essaie de collecter un peu des statistiques comme ça qui nous permettent finalement de prendre des décisions un peu plus éclairées en donnant du contraste finalement aux chiffres. Et c'est quand même intéressant donc de noter que depuis 1950, donc je le rappelle, hein, si on avait acheté sur un ATH, après un an, il y a seulement 9% du temps où on a une correction plus importante que 10%. Et puis après 3 ans, c'est seulement 2%. Et après 5 ans, c'est 0%. Donc voilà. Alors ça fait le tour des statistiques. Ah si, j'en ai une dernière pour toi. Mais vas-y, Mais si tu veux. moi, ça me fait penser en fait à ce que tu m'avais montré une fois. Tu sais, tu avais essayé de travailler pour une banque, dans mes souvenirs, ou en tout cas dans le domaine de la Un finance. hedge fund, ouais. Ouais, dans un hedge fund. Et je me rappelle que tu m'avais montré sur leur site, ils avaient tu sais, les articles avec la devanture de l'article du jour des ATH Oui, super intéressant. de marché. Exact. Ça me parle en tout cas. C'était Et la une du New York Times ou du Wall Street Journal ou je sais pas trop quoi. Donc il y avait toutes les grandes crises, on va dire, des 100 dernières années. Et il prenait un exemple, si tu achetais jour-là, ou la veille, tu avais acheté la veille, genre. Voilà, c'est ça. À quoi ressemblerait ton portefeuille si tu n'avais pas vendu et que tu avais tout simplement surfé. Et je trouvais ça super intéressant. Et je crois que déjà là, on avait vu que c'était très, très rentable. Ouais, non, exactement. Et alors, c'est peut-être là le chiffre que tu disais tout à l'heure, après 20 ans. C'est un chiffre qui est donné dans la psychologie de l'argent. L'argent aussi, je crois. On le retrouve assez facilement sur Internet. Au bout de 20 ans, normalement, vous trouvez jamais une période de temps, même pas ATH, n'importe quelle période de temps, où vous n'êtes pas à minima au même niveau que vous avez commencé. Ouais. Exactement. Alors, si j'ai une dernière info à vous partager, je pense que ça va bien illustrer là aussi, parce que finalement, donc le YouTuber, il va un peu plus loin et se dit, mais qu'est-ce qui se serait passé si, du coup, allons au bout de l'idée et quand on atteint un ATH, eh bien, on sort, on prend nos profits et on re-rentre une fois que la correction a eu lieu. Donc là, ça suppose que psychologiquement, on est capable d'acheter un marché qui descend, ce qui n'est vraiment pas donné à tout le monde. Hein. C'est toujours beaucoup plus facile, on le rappelle, d'acheter dans le vert parce que tout monte et donc du coup, on est un petit peu poussé par la foule, on va dire, et par l'actualité. Acheter un marché qui dévisse, franchement, c'est pas facile pour l'avoir expérimenté, toi et moi. Alors, donc, il partage encore quelques chiffres et on prend donc $100 qu'on aurait investi en 1926. Alors, c'est un chiffre qui a été ajusté avec l'inflation, et heureusement, parce que sinon, les chiffres seraient encore beaucoup plus importants. Mais donc, en 2023, ce $100, donc je rappelle, qui a été investi en 1926, si on avait juste gardé tout simplement notre investissement sur le SP500, en 2023, ce $100 vaudrait environ $85 000. Ça paraît beaucoup, mais il y a quand même presque 100 ans qui est passé. Ouais, moi, ça me paraît pas déconnant. Ça paraît pas déconnant. Et alors donc, l'étude a fait un espèce de scénario de comparaison qu'ils ont appelé, mettons, la stratégie Switch, où quand on arrive sur un ATH, à la fin du mois, si c'était un mois ATH, on sort, on attend une correction pour rentrer. Et bien, ce même $100, après 100 ans, à ton avis, combien il vaut ? Pas grand chose, parce que du coup, si tu m'as dit que 70% des mois étaient en ATH, tu vas rater beaucoup de mois en ATH là. Exactement. Ouais. Alors vas-y, donne un chiffre pour le fun. Minimum, tu dois diviser par 3 le prix que tu viens de dire. Donc, je sais pas, 20 000 balles. Et c'est $8 800. Ok, donc divisé par 10, quoi. Tu te rends compte? T'imagines ?
Donc on passe d'une performance de 85 000 à 8 800 $, ce qui reste quand même bien, mieux que 100 $, mais clairement c'est très très loin de la performance qu'on aurait pu avoir juste à garder tout simplement notre investissement et à ne rien faire. Et ça c'est quand même super intéressant. Et d'ailleurs, pour partager une dernière chose, il explique dans l'étude que la meilleure performance en moyenne intervient toujours dans les 12 mois qui suivent le all-time high. Donc en fait, quand on imagine un marché qui, il marque un all-time high, donc un nouveau point le plus haut, et là on en parle dans les médias, etc. Et là tout le monde se demande si c'est le bon moment d'investir. Et bien 12 mois après ce moment-là, si tu regardes, en moyenne, c'est là qu'on a fait le marché a fait les meilleures performances, parce qu'un nouveau finalement all-time high va amener beaucoup de liquidités de la part des fonds tout simplement qui vont surfer la tendance parce que justement connaissent les statistiques, connaissent les chiffres et ils vont aller dans le sens de la tendance tout simplement. Mais tu le comptes comment? Il a pu faire une stratégie de ça parce que ça peut être intéressant. Parce que du coup tu comptes avec en gros il faut pas que tu aies de all-time high le mois d'avant. Si tu as un all-time high le mois d'après, dans ce cas-là 12 mois après en moyenne, tu as fait la meilleure perf. Ouais, c'est drôle que tu dises ça parce que je me suis fait la même réflexion. Je me suis dit, à mon avis, il y a une stratégie à faire là. Donc c'est quelque chose que si t'es chaud, on pourrait essayer ensemble et puis comme ça, on pourra vous partager du coup les statistiques qu'on aura trouvées et puis peut-être même faire un algorithme avec ça. Je sais pas si tu serais chaud, François. Ouais, chaud. Cool, parfait. Voilà, ça partage un peu les points que je voulais vous donner. Donc finalement, je pense qu'on a la réponse à notre question. Est-ce que c'est trop tard pour acheter? Est-ce que c'est un bon moment d'acheter quand les marchés sont au plus haut? Eh bien, on voit finalement que la réponse, elle peut se nuancer un petit peu, mais c'est plus une question finalement beaucoup plus positive que négative comme on pourrait l'imaginer à la base. Elle est beaucoup plus positive que négative et après on se rend compte que c'est toujours, et c'est important, on le rappelle, le temps qu'on passe sur le marché est plus important que le timing qu'on a sur le marché. Donc selon notre horizon de temps, si vous êtes, c'est sûr, trader, que vous jouez sur des petits horizons de temps, effectivement la question se pose beaucoup plus. Mais si on est investisseur, qu'on investit sur le SP500 pour du long terme, globalement, c'est jamais un mauvais moment pour acheter finalement et construire sa position, construire son portefeuille et tout simplement suivre la tendance d'un marché haussier depuis plus de 100 ans, quoi. Ouais, c'est sûr. Voilà. C'est une bonne conclusion. Je suis bien d'accord. Voilà pour ça. Qu'est-ce que j'ai prévu une citation parce que comme Christian est pas là, j'ai une petite citation pour la fin de l'épisode. Est-ce que tu avais autre chose à dire avant qu'on clôture l'enregistrement? Non, je réfléchis, mais je crois que c'est tout ok pour moi. On a fait le tour. Ça t'a intéressé cet épisode? Ouais, c'était cool. Super. Ouais, j'ai bien aimé aussi. Très intéressant. Non, c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est bien en tant que débutant. Je pense que c'est souvent à ce moment-là que tu as les premières peurs. En fait, c'est ça, c'est d'acheter un marché qui monte, acheter un plus haut. Donc, si déjà tu arrives à enlever ce frein-là en te disant, en fait, je fais ce qu'il faut faire quand je fais ça. C'est même moi encore, je pense que j'ai toujours cette difficulté dans ma tête des fois d'acheter un marché au plus haut. Peut-être avec cette notion des 12 mois, c'est pas trop déconnant. J'aime bien l'idée. Donc, non, franchement, c'est... Après, il y aurait peut-être l'idée aussi d'acheter un plus bas, mais le problème, c'est qu'un plus bas, c'est très difficile à définir, alors qu'un plus haut, c'est très simple. Je pense ça a été montré, il y a des statistiques qui montrent que le DCA classique n'est pas forcément plus rentable qu'un achat... non, un lump sum, ils appellent ça. Ouais, c'est ça, exactement. Et même, attends, parce que je crois bien même que... Ah oui, si tu as un gros capital, ça statistiquement, c'est plus intéressant de tout mettre d'un coup. Exact. Que de faire un DCA. J'ai revérifié cette info parce que justement, je me disais après le bull run, comment je rentre sur les marchés. Et effectivement, alors, c'est pas 100%, mais statistiquement, il est plus favorable, effectivement. Par contre, l'avantage du DCA, c'est que psychologiquement, c'est beaucoup plus facile à vivre.
Bah, mais bien sûr. si tu vas, Et t'as un robot je crois que la éclaire les différence de perf est pas non plus si dingue que ça. Ouais, bah ça dépendait l'horizon de temps, Ça là dépend. encore, de ce que j'avais Ok. trouvé. Mais effectivement, donc retenir que, alors déjà le DCA, je le rappelle, c'est Dollar Cost Averaging. Il y a plusieurs Average, ouais. façons de DCA. Tu peux le faire de façon temporelle et bête et méchant. Le premier du mois, t'investis tant. Tu peux le faire après sur des valeurs en fait. Donc attendre certains indicateurs qui te montrent que tu es dans une zone d'achat très intéressante où là tu vas du coup être plus agressif sur ton DCA versus d'autres moments où on est plutôt en hausse et donc tu continues de DCA mais de façon un peu moins prononcée. Mais effectivement statistiquement, et encore une fois moi je joue toujours les statistiques parce que c'est le seul avantage qu'on a. Le reste on ne sait pas du tout ce qui va arriver et on voit il y a des crises tout le temps et il y en aura tout le temps aussi en fait. Donc c'est difficile d'investir en essayant de prédire la prochaine crise. En fait, c'est même par définition impossible. Alors que jouer avec les statistiques, au moins on a ce petit avantage-là et donc du coup le lump sum money qu'ils appellent, donc quand tu mets tout ton argent d'un coup, vu qu'on est sur des marchés qui globalement montent, il est plus intéressant d'être le plus longtemps possible dans un marché qui monte et donc du coup de pas perdre peut-être 6 mois à faire du DCA alors que tout ton argent aurait pu rentrer et là encore, statistiquement, si le marché monte, tu fais plus de gains parce que tu as moins d'argent en cash. Et d'ailleurs, dans la vidéo, c'est vrai que, puisque tu en parles, je pense qu'on peut le mentionner. Aujourd'hui, en fait, avec les taux d'intérêt qui ont augmenté, on se rend compte qu'on commence à avoir quand même des retours qui sont un peu plus intéressants sur l'argent cash. Tu vois, je me rappelle par exemple nos livrets A qui étaient ridiculement bas pendant des années. Aujourd'hui, sur des comptes courants, on peut avoir des rémunérations à 4%. En plus, on sait qu'on a que les gouvernements vont sécuriser ces investissements à hauteur de 250 000 $. Alors, c'est un chiffre qui peut-être peut changer d'un pays à l'autre, mais globalement, c'est ça. Et donc, du coup, c'est vrai que pour les jeunes qui ont moins l'expérience, ça peut être tentant de dire moi je suis mieux de prendre un 4%, c'est vraiment safe, mon argent est disponible, il est cash on the side, si le marché dip je vais pouvoir racheter. Mais effectivement, au vu des chiffres et au vu de la performance des marchés et la façon dont les choses fonctionnent, en vérité ce serait une assez mauvaise stratégie et il serait beaucoup plus recommandé d'être sur les marchés, quitte à prendre du coup des baisses temporaires, mais overall notre performance sera bien au-dessus de 4%. Du coup, ça me fait penser à deux choses, ce que tu me dis. Vas-y. Il y a une technique qui existe qui s'appelle le dual momentum. Je pense écrire un bouquin dessus qui en gros, c'est le niveau au-dessus de Ray Dalio. Là, cette fois-ci, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on joue sur les deux tableaux. On détient du SP500 quand le marché va bien et on va détenir un taux super intéressant sur son cash quand le marché semble moins opportun de le tenir. C'est pas très compliqué à faire et j'avais obtenu des très bonnes stats. J'aimerais bien d'ailleurs refaire des backtests dessus. Et la deuxième chose que tu me fais penser, c'est que du coup j'ai un coup de cœur qui vient de me popper. Ah vas-y, c'est parfait. On arrive à la section coup de cœur. Donc j'avais déjà donné en coup de cœur ce podcast, mais là du coup c'est un épisode particulier. Donc c'est le podcast Richissime de Delphine. J'ai peur de d'écorcher son nom, Pinon, je crois. Et elle interviewe le président France, je crois, ou en tout cas le responsable marketing de Trade Republic. Donc il passe de partout en ce moment. Il est un peu Marc. Il est allé sur les GM aussi. Ouais. Et là, j'ai trouvé que son discours était toujours très très bon, mais encore meilleur par rapport à toutes les autres interviews que j'ai pu voir de lui. Et j'ai très apprécié vraiment tout le débat qu'ils ont sur finalement l'argent au cours de l'histoire et finalement ces taux d'intérêt les coûts finalement cachés qu'on paye quand on n'a pas cette notion là et comment la génération Z prend conscience de ça. En tout cas, moi j'ai l'impression que on a la même envie que Trade Republic dans notre approche avec Trilem. Absolument. C'est de redonner ce pouvoir finalement à la population majoritaire qui n'a pas cette conscience de l'argent, cette éducation financière de l'argent, parce que au final, il le dit très très bien, Marc, le système a été créé pour les riches, par les riches,
Et donc, du coup, tout est fait dans le système financier pour t'inciter, par exemple, à prendre une assurance vie, alors qu'au final, c'est peut-être pas le véhicule le plus intéressant pour toi par rapport à l'épargne que tu as. Tu as peut-être beaucoup plus d'intérêt à rester sur un PEA parce que l'assurance vie, c'est beaucoup de frais cachés, c'est beaucoup de... Même moi, je suis obligé de l'expliquer à chaque fois, dire attention, fais gaffe, prends pas ton assurance vie dans ta banque classique. Même des assurances vie en ligne, elles sont pas forcément toutes parfaites. Donc, il faut vraiment faire ses recherches. Et donc, du coup, le plus simple, des fois, c'est même de pas prendre finalement l'assurance vie qui est bien meilleure pour quand tu vas finalement devoir léguer ton patrimoine, donc plutôt vers la fin de ta vie, là ça devient intéressant, mais finalement tout au cours de ta vie, tu as beaucoup plus d'intérêt d'avoir un PEA par exemple pour la majorité des Français, et même je pense du monde entier. Même si c'est pas un PEA, je suis sûr et certain que dans d'autres pays, tu as des niches fiscales qui sont similaires. Donc moi, c'est vraiment ce point-là, ce constat-là, c'est ce que je m'étais fait en tout cas et que j'avais partagé avec vous. C'est ce côté où la finance, elle est vraiment faite pour les personnes qui ont des gros patrimoines et pas forcément ceux qui ont entre, je sais pas, 10 000 euros et même jusqu'à, je pense, 1 million d'euros de patrimoine. Elle n'est pas forcément étudiée pour ça. Et donc, c'est Trade Republic, moi j'ai l'impression qu'on va faire affaire avec eux si Trilem va dans la vision où on le pense. Ouais, absolument. Et une alternative au Canada, pour ceux qui nous écoutent depuis le Québec, oui. En tout cas la partie francophone, c'est Wealthsimple qui est vraiment dans le même état d'esprit. J'ai trouvé, c'est vraiment presque du copier-coller, j'ai envie de dire, au niveau de l'application, de l'interface utilisateur, des pourcentages même, le fameux compte courant rémunéré à 4% en ce moment. Je mentionne Wealthsimple et Trade Republic, les deux qui l'ont, avec possibilité d'utiliser du cashback pour acheter des actions directement. Donc on voit que tout est fait en fait pour intégrer finalement la finance à la réalité de notre siècle et quotidien, des nouvelles technologies du quotidien et rendre l'expérience la plus fluide possible pour que tout le monde dès aujourd'hui ne soit pas intimidé de ce que peut représenter l'investissement et au contraire que ça devienne fun, comme si Christian était là, il en parle souvent, ce côté un peu gaming, gamification comme il dit là, oui. Pour rendre quelque chose de sexy et donner envie aux gens de le faire. Donc c'est définitivement dans l'ADN de Trilem, c'est ce qu'on essaye de faire avec vous, c'est pour ça qu'on en parle aussi souvent. Donc tout ce qui est investissement, entrepreneuriat, immobilier. Alors si tous ces thèmes là vous plaisent, que vous avez comme nous la même vision, vous souhaitez devenir libre financièrement, mais aussi peut-être géographiquement, pouvoir réaliser vos rêves, ça se fait avec un plan, ça se fait avec une stratégie. Et donc nous, on partage humblement notre parcours, tout simplement, parce que comme on l'a dit souvent aussi, il y a beaucoup de création de contenu sur ces sujets-là qui sont faits quand les personnes ont déjà atteint un certain niveau de succès. Et nous, on avait à cœur de partager notre aventure en cours de route. Donc aujourd'hui, voilà, on a réussi... ça dépend, il faudrait définir réussite et tout. Je pense qu'on a quand même un certain niveau de réussite, mais on n'a pas encore réussi comme on espère le faire ou comme ce qu'on pourrait voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux, etc. etc. Mais voilà, donc on partage tout en cours de route et si ça vous intéresse, pensez à vous abonner. Là, on arrive bientôt à 300 abonnés sur la chaîne YouTube. Merci à tous ceux qui nous ont fait confiance depuis le début. On est disponible aussi donc sur les plateformes de podcast. Et puis là, il y a pas mal de contenu qui s'en vient. À partir du mois de septembre, moi, j'arrête mon emploi pour me mettre à temps plein sur la chaîne. François aussi va m'accompagner là-dessus. Christian va nous rejoindre aussi très prochainement là-dessus. On va pouvoir lancer notre première formation, un programme d'accompagnement, etc., etc. Il y a pas mal de choses qu'on vous prépare. Donc, si tout ça vous intéresse, on a mis d'ailleurs un lien, François, je crois, en description. Pour le Discord, pour le Discord et aussi pour qu'ils nous laissent un email si jamais ils veulent être avertis. Oui, totalement, ils vont être avertis. Potentiellement, il y aura prochainement des newsletters qui partiront. Donc, Super. Alors, je vais finir avec la citation. La citation, comme Christian n'est pas là, c'est moi qui prends ce rôle et je le prends très au sérieux. Alors, je crois que c'est une citation de Mark Twain. Je dis je crois parce que sur Internet, apparemment, il y avait des doutes là-dessus que c'était lui qui l'avait dit. Bon, on va dire que c'est lui. Et la citation, c'est donc « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. »
Et je trouvais que c'était une citation qui marchait bien avec cet épisode sur cette idée-là par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, les records sportifs qui sont battus jour après jour. On pensait pas que c'était possible de courir 100 mètres en moins de 10 secondes. On pensait pas que les marchés pouvaient marquer des records comme ça mois après mois depuis plus que 100 ans. Alors, j'ai envie de vous laisser sur cette pensée-là et même j'ai envie de l'ouvrir peut-être sur une question en vous demandant, à votre avis, qu'est-ce que vous pensez impossible aujourd'hui qui vient finalement vous limiter dans votre évolution et dans votre potentiel? Qu'est-ce que vous avez admis de fait et vous vous dites ça, c'est sûr que c'est impossible, je ne pourrai jamais l'atteindre, et donc du coup vous ne vous permettez pas de trouver les stratégies qui vous amèneraient peut-être à dépasser ces propres records là. Voilà, je vous laisse mettez-le en commentaire. Sur cette pensée, mettez-le nous en commentaire exactement. Merci François du coup d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Christian n'était pas là mais il nous rejoindra sans aucun doute pour le prochain épisode. Quant à vous, je vous remercie également pour votre fidélité, votre écoute. On vous dit à très vite pour un prochain épisode de Balado 3.0. Ciao tout le monde. Salut, ciao.